Bienvenue dans Coquillage, or et argent, le podcast qui t'enrichit en parlant d'argent autrement. Ici, on ne parle pas seulement de chiffres, de pièces ou de billets. On parle de ce qui vibre en nous, de nos histoires de famille, de notre éducation et de cet héritage invisible qui, encore aujourd'hui, dicte notre façon de vivre et impacte notre bien-être. Je suis Éléonore et dans ce refuge sonore, je t'invite à explorer l'intimité de ton rapport à l'argent. Bonne écoute et bon voyage. Bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast Coquillage, or et argent, le podcast qui t'enrichit en parlant d'argent autrement. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, surtout et toujours en bonne compagnie, puisqu'aujourd'hui nous recevons Éric Tréguier, journaliste économique, ex-rédacteur en chef du journal Challenge et qui a été à l'initiative de la création du classement des 500 fortunes de France depuis les années 90. Pourquoi aujourd'hui l'inviter? Pourquoi s'intéresser aux plus fortunés en sachant tout ce qui se passe en fait dans notre pays aujourd'hui, en sachant l'obsession égalitaire qui se veut comme un étendard ici en France? Eh bien, toutes ces questions, vous y trouverez des réponses en écoutant cette interview tout simplement, qui sera passionnante et riche d'informations concrètes et surtout non fantasmées. Après tout, on est avec un spécialiste des plus grandes fortunes de France qui n'a cessé, à travers ses rencontres et les différents médias qu'il a créés, dont le dernier La Minute Riche, de capturer l'essence du capitalisme français. Donc sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Bonjour Eric, comment vas-tu aujourd'hui? Déjà, je vais très bien, d'autant mieux qu'après avoir entendu cette présentation, qui est très très louangeuse. Et c'est vrai que j'ai créé il y a maintenant un peu plus de 30 ans, ce classement des riches qui à l'époque était quelque chose de parfaitement nouveau. On n'avait pas vu ça en France. On a créé ce classement en se disant qu'il fallait essayer d'avoir une vision claire de ce qu'était à la fois le capitalisme français et puis le capitalisme familial qui intéressait tout le monde sans qu'on ait aucun moyen de savoir ce qu'il représentait, qu'est-ce qu'il était, par qui il se caractérisait. Et puis vous savez, il y a ce fameux mirage des 200 familles. Mhm. Dans les années 30, une partie de la gauche dénonçait les 200 familles qui étaient donc 200 familles qui étaient à l'origine de la création de la Banque de France, qui au départ était un établissement privé, hein. Ok. Et ces 200 familles, elles régnaient à travers cette Banque de France sur l'ensemble de l'industrie française et faisaient en sorte de capturer une part de la croissance qui était considérée indue, et notamment par la gauche, Mhm. qui dénonçait donc ce mur de l'argent et ces 200 familles qui puisaient dans l'économie française. Donc on a voulu savoir comment ça se passait, on a voulu savoir qui ils étaient, Mhm. comment ils étaient arrivés là, et du coup, il fallait élaborer une sorte de thermomètre, hein, Mhm. qui permettent de dire qui ils étaient, d'où ils venaient, quels étaient leurs objectifs, hein, et donner un chiffre aussi Mhm. à leur valeur. Et il fallait donc, on a fait un travail de journaliste financier, c'est-à-dire on est allé voir les comptes, on a utilisé les mêmes méthodes qu'un banquier d'affaires classique, c'est-à-dire on regarde les comptes d'une entreprise, on regarde combien elle fait de chiffre d'affaires, combien elle fait de résultats, si elle est endettée, et à partir de là, on regarde aussi quelles sont les entreprises du même secteur qui font à peu près la même chose et qui ont été vendues ou qui ont qui ont ouvert leur capital à des partenaires, et à quel prix. Et donc ça nous permet d'avoir à peu près une idée de
Mhm. combien ça vaut, parce que c'est ça Oui, qui est important. important. Combien ça vaut. Après, bon, bah, il suffit de voir si une boîte vaut 100 millions et que la personne en a 40%, ben, on peut dire par un simple calcul arithmétique que cette personne a une valeur de 40 millions Mhm. d'euros. Et donc, on a fait ça de manière systématique. On a pris l'ensemble des grandes entreprises françaises, on a cherché les actionnaires et ensuite on a filtré tout ça pour arriver à ces 500 premiers. Bien sûr, quand on en classe 500, il faut en calculer beaucoup plus. Ok. Et c'est ce qu'on a fait Mhm. depuis des années. D'accord. Et pourquoi avoir fait ça? Est-ce qu'il y avait quand même pas, parce qu'on est en France, hein, l'argent et la France, c'est toujours très tabou, mais cette idée de voyeurisme, en allant voir leur fortune, ou est-ce que c'était vraiment un pur geste journalistique de, bah, il serait bien de comptabiliser la fortune en France, en fait? Alors, disons que le pur geste journalistique contient à la fois l'intérêt pour la société de savoir qui sont ces personnes, et aussi l'intérêt pour le journal d'attirer plus de lecteurs par un sujet qui n'existait pas jusqu'à présent. Il y Mhm. avait eu quelques tentatives par des concurrents qui s'étaient soldées en fait par des procès retentissants, Ok. et les journaux avaient été obligés de s'arrêter et puis payer bien sûr ça leur avait coûté un petit peu d'argent, et donc chat échaudé craint l'eau froide, ils n'avaient plus du tout envie d'y mettre la patte. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, après 30 ans, vous êtes toujours là, en fait? Bah, en fait, la personne qui était à la tête du magazine Mhm. où je travaillais à l'époque, qui était le Nouvel Économiste, m'a convoqué un jour en disant, ben, je vois ce que fait Forbes aux USA, je vois ce qu'ont fait plusieurs journaux en France, et je ne comprends pas pourquoi les uns sont condamnés et puis Forbes peut continuer à le faire. Donc on a regardé et on a vu que les condamnations se faisaient systématiquement sur un point, c'est une atteinte à la vie privée. En Hmm. France, en France il y a une loi qui est très protectrice, qui protège les gens des atteintes à la vie privée, et les tribunaux considéraient que révéler la richesse de quelqu'un, c'était une atteinte à la vie privée. Et donc, on était devant cette espèce de problème insoluble, hein, parce que si la justice, à chaque fois, vous condamne, que à chaque fois que vous donnez la fortune de quelqu'un, vous condamne à vos dépens, c'est-à-dire vous payez les frais d'avocat, vous payez à la personne quelque chose. Bref, c'était pas possible pour un journal qui, bien sûr, les journaux roulent pas sur l'or, et donc c'était pas possible. Il Mhm. fallait trouver une solution, et donc on a consulté un certain nombre d'avocats. On a travaillé avec eux, on a consulté aussi des banquiers d'affaires pour savoir un petit peu où se situaient les choses, et on a élaboré une sorte de méthodologie qui est Mhm. devenue, qui est devenue la référence, et qui est tellement robuste que plus de 30 ans après, elle est toujours là, toujours valable, et toujours en application. Cette méthodologie, c'est un calcul qui ne porte que sur les actifs professionnels. Ok. Donc, on ne calcule que les actifs professionnels. Le jour où on calcule les actifs privés, paf, le marteau de la justice s'abat sur nous et on est coincé. Ok. Là, en choisissant de s'intéresser juste aux actifs professionnels, on échappe au glaive de la justice, Mhm. et donc ça consiste bien sûr à exclure tous les biens qui sont vraiment personnels, Mhm. et à ne s'intéresser que aux biens qui sont liés à l'activité dans une entreprise. Mhm. Voilà. Donc ça a l'air simple comme ça, c'est plus compliqué à faire en réalité Mhm. que ça n'y paraît. Mais derrière, ça nous a donné une méthodologie extrêmement robuste. Mhm. On a été attaqué plusieurs fois. J'ai été attaqué une trentaine de fois à peu près par des groupes, dont certains sont des groupes très puissants, cotés en bourse, hein, Mhm. dont la famille fondatrice et actionnaire ne supportait pas qu'on parle d'eux. Mhm. Et à chaque fois, on a gagné. En fait, on n'a même pas été jusqu'aux tribunaux. Mhm. C'est-à-dire qu'on leur a montré un certain nombre de jurisprudences, et ils ont compris qu'il était inutile de s'attaquer à notre méthodologie qui était extrêmement robuste. Ok. Voilà. Ok. Ok. Et donc du coup, ça veut dire, parce que quand j'entends ça, ça veut dire que concrètement, ce classement, il n'était pas fait
avec les concernés. Il n'était pas consenti, quoi, en quelque sorte, mais eux n'étaient pas volontairement, n'avaient pas forcément envie d'être publiés, enfin. Bien sûr, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans ce classement, qui nous menaçaient d'attaques, qui refusaient d'être classés. Mais en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on les sollicitait. On leur disait, ben voilà, on a repéré ces actifs qui font partie de votre périmètre, on les a estimés, on pense que vous valez tant et tant. Si on s'est trompé, dites-le nous. Mmh. Sinon, on considérera que vous êtes consentant. Alors certains s'excitaient complètement en disant mais vous n'avez pas le droit, vous avez donc on leur envoyait l'ensemble de l'environnement juridique pour leur expliquer que si on avait le droit et très souvent ça se passait très bien, c'est-à-dire que les gens arrêtaient de nous poursuivre et puis ben tout simplement nous laisser faire. Mais certains, depuis le début, nous envoient à chaque parution une lettre disant je refuse de paraître, D'accord. voilà, je vous fais interdiction. Et certains même nous menacent d'amende, ou en tout cas de demande de dommages. Il y en a un qui est le fondateur d'Adeco, Mmh. euh, qui est un grand groupe de travail temporaire, qui nous envoyait une lettre en nous menaçant tous les ans de plus d'1 million d'euros de demandes de dommages et intérêts simplement pour avoir fait paraître son nom. Donc, imaginez que si 500 personnes se mettaient à faire exactement Mmh. la même chose et qu'on perde, l'affaire on aurait baissé le rideau rapidement. Mais pourquoi en fait ces réactions? Est-ce que c'était lié vraiment à une gêne d'être trop visible, d'avoir une fortune trop visible? Est-ce que, comment je peux dire ça? Il y avait aussi, parce qu'on le voit encore aujourd'hui avec, tout ce qui est en lien avec la crypto, il y a des problèmes de sécurité, on essaye d'attaquer directement des gens dans la rue, donc je me dis: «Mais qu'est-ce qui fait qu'il y avait cette réaction, cette réticence en tout cas aujourd'hui?» Enfin à l'époque. Alors, c'est vraiment une bonne question parce que ça pose la question du positionnement de chacun par rapport à la société. Mmh. Et il faut dire que la société a changé beaucoup aussi hein, en quelques années. On accepte plus les questions d'argent, c'est quelque chose qui est plus facilement évoqué, mais parallèlement, on assiste aussi à un durcissement des réactions de chacun face à l'argent et peut-être aussi des tentatives d'enlèvement ou de séquestration ou d'extorsion qui sont beaucoup plus nombreuses qu'avant. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que euh, très souvent, les personnes me parlaient de la sécurité, celle de leurs enfants, de leurs femmes, d'eux-mêmes, de leur entreprise, et tout ça. Mais je n'ai eu en 30 ans qu'un cas Mmh. de personnes qui a été séquestrées Mmh. parmi les 500 fortunes. Mmh. Et comme chaque année, il y avait 30% de renouvellement, Mmh. j'ai vu passer pas mal de gens. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ben, il y a eu une séquestration d'une des fortunes. Mmh. Mais cette fortune était tellement connue Mmh. que c'est pas nous qui avons causé Oui. les choses. D'ailleurs, on n'a jamais été inquiété et la personne elle-même ne nous a jamais incriminés. Mmh. Mais elle a été saucissonnée, elle a été traînée par les cheveux dans sa maison. On a fait une tentative d'enlèvement et puis on l'a finalement abandonnée au bord de la route. Et ça l'a beaucoup marqué, bien sûr, ainsi que son entourage. Mais c'est le seul exemple que j'ai en 30 ans et en ayant vu passer des milliers de personnes Mmh. qui ont travaillé avec moi. Et pour poursuivre sur ce que vous disiez sur les crypto-monnaies, c'est Mmh. vrai qu'on voit apparaître une forme de criminalité nouvelle qui se sert des réseaux sociaux et de la visibilité pour se dire celui-ci est riche, celui-ci est pas riche, et si celui-ci est riche et que je sais ce qu'il fait, parce que les gens s'exposent aussi sur les réseaux sociaux et disent ce qu'ils font, où est-ce qu'ils vont, etc. Eh bien, ils en tirent profit pour avoir un profil de la personne et derrière ben, commettent des actes répréhensibles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, comment parce que tu disais que les gens rentrent et sortent dans ton classement. Donc tu as une méthodologie pour établir 500, peut-être qu'il te faut
au moins 1000 noms, enfin 1000 fortunes à étudier pour dire 500. Est-ce qu'il y a un ticket d'entrée pour, être dans le classement? Est-ce que, enfin, qu'est-ce qui est important en fait? Mmh. Alors là, c'est assez fabuleux parce que quand on a commencé, alors j'ai commencé en 1994, donc il y a très, OK, très longtemps, très, très longtemps. Je suis, ensuite le classement, a commencé, dans Challenge en mmh, 1996. C'était le même classement mais, présenté différemment, avec la même méthodologie et à partir de ce moment-là, on a surveillé vraiment tous les indicateurs, économiques, au fur et à mesure et on a inventé un concept qui s'appelle le FMIC. C'est pas le SMIC, hein, c'est le FMIC. SMIC, OK, Le FMIC, c'est la fortune minimum d'inclusion dans le classement. OK, OK. Voilà, c'est un clin d'œil, Mmh, mais il a quand même sa valeur parce que, quand on a commencé donc en 1996, le mmh. FMIC, il était de 16 millions d'euros. Aujourd'hui, il est à plus de 240 millions d'euros. OK. C'est-à-dire que le 500e, il était à 16 millions d'euros. Aujourd'hui, le 500e, il est à 245. Mmh. C'est énorme, cette progression. Énorme. Ça veut dire qu'il y a quand même eu un fort enrichissement, des plus fortunés en 30 ans, parce que sinon, on n'aurait pas augmenté le SMIC Ah et ben, ouais, c'est ce que ça me m'évoque. Mmh. c'est clair qu'il y a une énorme augmentation de la richesse. Ça, c'est Mmh. donc comme je te le disais, on est passé Mmh. d'un niveau assez bas en 1996 pour le FMIC à 245 l'an dernier. C'est-à-dire que ça a été multiplié par quasiment 20 fois. Voilà. Le nombre de milliardaires, lui, il a décuplé. On est à 150 milliardaires. Mmh. Il y en avait 15 Ah oui. il y a 30 ans. Voilà. Euh, et quand on regarde la fortune du premier, alors en 1996, le premier, il s'appelait Gérard Mullier. C'est le Ah, fondateur, c'est le fondateur du groupe Mullier, donc d'Auchan, présent aussi avec Decathlon et Boulanger et Norauto et plein d'autres marques bien connues des Français. Et donc, à l'époque, c'était vraiment le roi. Le roi, il avait un empire énorme qui valait extrêmement cher, mais il avait 100% de cet empire. Hein. La famille Mullier a toujours 100% de cet empire, ou quasiment. Mais à l'époque, cette fortune, elle était estimée à 5,5 milliards d'euros. Et là, c'était le top, le top. C'était le premier, le plus riche de tous les Français. Il était à 5 milliards d'euros. Et alors, devine aujourd'hui à combien est le premier des Français. je te dis, j'ai le classement en face de moi. Ah, ça, Il m'en excellente faut il y a 2 lecture. jours. On a la famille Dumas à la Oui, tête oui, Ernest, d'Ernest, ouais. qui est à plus de 150 Oui, milliards c'est ça, d'euros. c'est ça. 150 milliards d'euros. Et on a eu encore plus fort, puisqu'on a eu plus de 200 milliards Oui, il pour, la y a famille 3 Arnaud. ans pour la famille Arnaud. Voilà. Mmh. Donc, ça te donne un petit peu l'énorme différence qu'il peut y avoir. Alors, on dit oui, c'est juste la tête, il peut y avoir des écarts. Mais quand on regarde l'ensemble de l'enrichissement qu'il y a eu, en fait, il a augmenté de 1500%. Mmh. Oui. 1500%. Et pour te donner une idée, 1500%, c'est à peu près 3 fois plus que l'inflation, Mmh. la hausse des salaires, etc. Mmh. Donc on a effectivement un découplage entre d'un côté le niveau de vie moyen des Français et Mmh. puis cette richesse des plus riches. Oui, Alors ça peut susciter l'envie, la jalousie. l'envie, oui, l'envie. Ça peut susciter aussi un questionnement. Il y a plusieurs raisons hein, à cet Mmh. enrichissement. D'abord, on ne conserve que le top. On ne conserve que les gens qui réussissent. Les gens qui ne réussissent pas, qui font faillite, eh bien, ils sortent du classement Mmh. Mmh. et bye bye.
Et donc, c'est pas une vision balancée, équilibrée. On n'apprend que les meilleurs. Donc les meilleurs, forcément, ben, ils sont meilleurs que les autres. C'est un petit peu la définition. Et donc, ils réussissent à créer de la richesse beaucoup plus vite que toi et moi et la plupart des Français. Ça s'explique. Et puis la deuxième explication, c'est que la France est un grand pays, mais économiquement, c'est aussi un petit pays à l'intérieur d'un ensemble, l'Europe, et à l'intérieur d'un ensemble économique qui s'appelle le monde, où il y a des échanges. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que les plus riches des plus riches, donc le top de nos 500, sont tous des gens qui font la plupart de leurs activités en dehors de France. Oui. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'appelle Bernard Arnault et qu'on fait 40 ou 50% de marge avec sa marque Louis Vuitton, c'est pas en la vendant à des Français, c'est en la vendant à des Chinois, à des Japonais et à des Américains. Donc, cette richesse est en fait, on devrait en être fier, en quelque sorte, puisque c'est d'abord LVMH qui en retire tout le profit et qui derrière paie des impôts, paie des cotisations sociales, etc. Et d'ailleurs, très souvent, Bernard Arnault rappelle que la France, c'est quelque chose comme 5% des profits du groupe, mais c'est 35% des impôts du groupe. Donc voilà, ça Ouais. donne un petit peu une idée. Donc pour répondre à ta question, parce qu'elle est vraiment fondamentale, c'est qu'on a une vision qui est un petit peu faussée de la richesse et on se dit bah c'est dégueulasse quoi. Eux ils s'enrichissent et puis moi je m'enrichis pas. Donc mais en fait on n'est pas sur le même plan. Eux ils sont sur un plan mondial et ils sont sur des entreprises qui sont le top de leur secteur, alors que le français moyen, ben, il est embarqué, on est tous dans le même bateau avec tous les autres Français. Oui. Voilà un petit peu comment je vois les choses sur cette idée de l'enrichissement et les réactions que ça peut susciter, parce que moi je comprends parfaitement, hein, il y a des gens qui sont pas du tout contents. Oui, bah, je comprends. Bah, j'ai 2 questions qui me alors c'est peut-être juste une remarque et une question. La première, c'est que quand tu as parlé des fortunes de 1996 et celles de maintenant, je vois qu'il y a une différence en termes de secteur. C'est-à-dire qu'avant, c'était plutôt la grande distribution, si on prend Mullier, et maintenant on est plutôt sur des secteurs du luxe qui sont en tête. Moi, je vois, hein, Hermès, LVMH, Chanel, L'Oréal, c'est ce que je vois dans le top. Ça dit beaucoup de notre économie aussi. Oui, oui, la France là-dessus a un gros avantage sur beaucoup de pays, c'est qu'elle a une industrie qui a toujours été une industrie tournée vers le luxe, avec un savoir-faire qui est souvent ancestral. Mmh. Et quand c'est bien géré, quand on sait bien faire rêver avec cette image, euh, eh bien, on a plus de chances de réussir que d'autres pays qui sont moins bien dotés. Alors, faut aussi voir que effectivement, les années 90 ont été les années de l'explosion du grand commerce, de la grande distribution, parce que cette grande distribution, elle est née en France beaucoup plus tard qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'était 55, en France, c'était 65 et elle a mis 20 ans pour fleurir en quelque sorte. Et ceux qui ont connu la France des années 60 nous disent qu'il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait pas d'hypermarché, il n'y avait pas de chaînes spécialisées, il n'y avait pas tout ça. Donc c'est à cette époque-là que ça a connu son explosion, avec des marges qui étaient énormes, des chiffres d'affaires qui étaient énormes, et aussitôt après, peut-être, dans les années 2000, les Français ont senti que le modèle était un petit peu à son paroxysme et qu'il allait redescendre parce que les Français aspiraient à davantage de qualité, étaient plus sensibles à un peu d'authenticité
Et on s'est retrouvé avec une sorte de désintérêt croissant pour ce type de distribution, qui a eu des impacts énormes puisque les chiffres d'affaires ont baissé et surtout les les marges ont été extrêmement compressées puisqu'il y a eu à ce moment-là une compétition féroce entre les différents distributeurs qui a conduit à des réajustements énormes. Par exemple, Casino, dans tout le quart sud-est de la France, est régné en maître. Aujourd'hui, Casino, c'est un Ouais, peu l'ombre de lui-même. Et voilà, il est plus aussi présent. Ça a permis à des réseaux comme celui d'Édouard Leclerc mhm, de progresser et d'occuper une position qui est aujourd'hui une position dominante. bien Voilà, sûr. et on a vu à différentes périodes, par exemple, à la fin des années 90, début 2000, on a eu la montée d'Internet aussi, Mhm. donc les valorisations étaient énormes, donc personne comprenait exactement où ça pouvait aller, et puis, euh, et puis, euh, et puis on a eu un crack juste après. Hein, et en 2003, par exemple, la plupart de ce qu'on appelait les e-fortunes étaient sortis, paf, Mhm. euh, la bourse avait baissé fortement et toutes ces boîtes qui étaient cotées à l'époque en bourse, eh bien, elles ont été rayées de la carte. Au revoir. Et on n'en a plus reparlé de cela. Et bientôt, est-ce qu'on aura des tech milliardaires, je veux dire, comme aux États-Unis? Parce que, Ah ben, on en a quelques-uns, on en a quelques-uns. Par exemple, les trois cofondateurs de Mistral AI sont vraiment des milliardaires. Au dernier pointage, je crois qu'ils étaient à plus de 3 milliards, parce que leur boîte, Mistral AI, est considérée comme une boîte qui vaut à peu près 6 milliards. C'est ce qui s'est passé en tout cas lors de la dernière levée de fonds qu'ils ont fait. Donc, non, non, on a pas mal de gens qui viennent de high-tech ou même de l'AI. On a aussi une application des nouvelles technologies. On a le fondateur de Moderna, le laboratoire oui, pharmaceutique, qui travaille sur l'ARN messager et avec un traitement très informatique de la recherche médicale et qui lui aussi est milliardaire. Il y a les créateurs de Datadog qui sont également milliardaires. Donc il y a un renouvellement, il y a un renouvellement qui est assez important, de l'ordre de, je dirais pas 30%, mais il y a 30% de renouvellement, mais sur ces 30%, il y en a la moitié, donc 15%, qui sont des gens issus de tout ce qui est le numérique, la high-tech, l'IA euh, et Internet. mhm, C'est pas rien. ok. Non, c'est pas rien. Mm, mm. Et est-ce que du coup, bon, maintenant on est en 2025, ce classement, je pense, c'est un peu plus accepté, même s'il y a toujours des réticences. Est-ce que tu as pu observer des comparaisons sociales? Puisque entre nous, on se compare des fois. On sait que c'est pas bien, mais on aime bien ça. Et est-ce que le classement est devenu une sorte de levier stratégique pour chaque fortuné ou de reconnaissance vis-à-vis de ses pairs pour dire, ben moi je suis là finalement, toi tu es là, bon ben je vais devoir faire mieux la prochaine fois. Est-ce que tu as eu des échos de ça? Alors moi j'ai souvent des échos de ça parce que mais pas au moment où ça a lieu, mais plutôt l'année suivante hein, où je rencontre pas mal de personnes qui sont dans le classement et qui me disent je comprends pas là dans votre classement il est bien votre classement hein, mais il y a un truc qui me chagrine c'est que vous m'avez mis à la 137e place et je comprends pas pourquoi mon concurrent là donc il donne le nom, est à la Mhm. 104e parce que il me semble bien que je suis un peu, enfin, je suis un peu plus riche que lui et vous avez dû vous tromper. Vous avez bien vérifié vos chiffres hein, et c'est assez amusant parce que voilà. J'en avais un autre aussi qui me racontait que lors d'un cocktail comme ça, c'était juste après la sortie du classement. Et il y en a un qui a apostrophé l'autre en disant bah alors t'as perdu 200 millions cette année et moi j'en ai gagné 200. Comment t'expliques ça?
Et c'était sur le ton de la boutade, mais c'était des fausses boutades. C'était plutôt des petits garçons qui qui se jouent, qui jouent aux comparaisons et à qui est le plus fort. Mhm. C'est souvent le Ok, cas. oui, ok, bon, bah, c'est bon de savoir qu'ils sont comme nous, en fait, tout simplement, avec un peu plus d'argent. Mais par exemple, il y a des gens qui veulent absolument y être. Alors moi, je vais te raconter par exemple une petite anecdote assez amusante. C'est que il y a un jour un gars qui m'appelle et qui me dit bonjour, voilà, je sais que vous faites le classement des fortunes et ça m'intéresserait d'être dedans. Donc moi je me dis bah voilà, encore un mytho qui va me dire que il vaut cher et puis que qu'en fait derrière il y a rien. Et je dis bah oui, mais enfin vous savez, on préfère nous les trouver. C'est assez rare les gens qui viennent se dénoncer eux-mêmes. Mhm. Euh, donc rencontrons-nous d'abord. Et donc on se rencontre dans un café et la personne commence à me dérouler et à m'apporter des liasses de papier très officiels qui montrent que effectivement il avait beaucoup d'argent, en Mhm. centaines de millions. C'était Mhm. des actifs qui étaient des actifs immobiliers. Et en fait, toute son histoire, c'était ça, c'est qu'il avait aidé au départ un grand groupe à se débarrasser d'actifs immobiliers qui étaient pesants et dont elle ne savait pas quoi faire. Lui, il les a ramassés pour pas grand-chose. Il les a un petit peu modifiés, puis il les a revendus avec profit. Puis derrière, il a continué à faire ses opérations. Il en faisait de plus en plus. Et il a fini par accumuler un patrimoine important à Paris, en région parisienne. Et tout ça, ça valait 800 millions d'euros. Mhm. Et donc j'étais là, je regardais, je disais waouh, comment est-ce que j'ai pu rater ce bonhomme-là? Alors il m'expliquait que il faisait tout pour passer en dessous des radars, mais que là, il avait besoin de mon aide. Je dis bon, en quoi je peux vous aider? Et il me dit ben c'est simple, je suis en train de lever des capitaux et les gens qui travaillent avec moi, qui sont des banquiers qui vont me prêter, ils me googlisent. Et j'ai un petit problème, c'est que quand on me googleise, on voit que je suis un des champions mondiaux du bridge, du poker, pardon, du Ok, poker. ok, oui, les banques, elles aiment Et, pas ça. et voilà, donc un banquier n'aime pas prêter à quelqu'un qui joue au poker, et il me dit, voilà, ce que j'aimerais, c'est qu'on travaille ensemble. Moi, je vous livre tout ce que je sais sur ce que j'ai, vous me classez, et puis je sais que grâce à ça, mais mon nom va apparaître dès qu'on googlisera, il y aura au moins cette chose-là. Donc je regarde, je fais mes petits calculs, je lui envoie mes calculs, qu'il approuve avec des petites corrections, et puis ça paraît. Et puis il m'envoie un petit message, je vous remercie, blablabla. Et puis 3 mois après, effectivement, il lance une grosse OPA en bourse Mhm. sur une société. Et donc j'ai fait l'exercice, je l'ai googlisé à ce moment-là. Eh Mhm. bien, les 10 premiers résultats, c'était sa fortune. Et le poker n'arrivait qu'en 11e place. Ok, Donc il avait gagné son pari. ok, Voilà. le SEO comme quoi c'est vraiment important. Lui avait compris tout de suite que ça ne le Ouais. ferait pas si on le prenait pour un joueur de poker, alors que pour un riche, ça fait tout de suite mieux pour un banquier. Donc il y a toujours quand même des connotations vis-à-vis de comment on gagne de l'argent en fait au final. C'est mieux accepté en travaillant qu'en jouant ou enfin que ce soit poker, loto ou autre, hein, ou qu'en héritant. Oui, alors il y a ce problème de l'héritage. C'est vrai que les Français n'aiment pas tellement l'héritage. On a vu que Gabriel Zucman, justement, avait fait aussi pas mal de travaux sur l'héritage. Mhm. Quand on regarde l'ensemble les plus riches des Français, on s'aperçoit que les héritiers sont là. Effectivement, ils constituent à peu près 60% des riches, mais il faut se méfier aussi, parce que héritier, il y a héritier et héritier. Il y a l'héritier qui se contente d'attendre
dans son hôtel particulier du 16e ou du 7e arrondissement que les dividendes tombent. Et puis, il y a l'héritier qui reprend l'héritage de ses parents et qui le transforme complètement. Quand on regarde le parcours de la famille Dassault, par exemple, on s'aperçoit que entre Marcel Dassault et aujourd'hui, il y a eu 3 Dassault, Mmh. mais que chacun a fait faire un saut quantitatif à la société qui est proprement incroyable. Quand on regarde les Ricard, on s'aperçoit aussi que aujourd'hui, le groupe Pernod Ricard, c'est le 2 ou 3e groupe mondial de spiritueux et de boissons alcoolisées. Quand Paul Ricard a transmis sa société, c'était une petite société française qui était en train de s'internationaliser. On peut dire aussi que Bernard Arnault est un héritier. Son père avait une entreprise de BTP, mais enfin, à ce que je sais, hein, Bernard Arnault n'est pas un géant du BTP. Hein. Donc il en a fait autre chose, il a pris son héritage, il a refaçonné, et je pense que quelqu'un qui prend quelque chose, qui prend 100 et qui le transforme en 3000, n'est plus tout à fait un héritier, quel que Mmh. soit son statut. Mmh. Et il est aussi un créateur. Donc c'est difficile, il faut se méfier des appellations toutes faites. Si vous avez hérité, effectivement, vous êtes un héritier. Bon, d'accord. Mmh. Mais si vous avez hérité 100 et que vous avez 150, vous êtes un héritier qui a suivi un petit peu le développement et qui n'a pas fait grand-chose. Si vous avez reçu 100 et que vous êtes à 3000, vous êtes un prince du capitalisme. Hein. Mmh. Vous êtes quelqu'un qui est un créateur de richesse. Et, et, pas, et pas seulement un héritier. Oui, en fait, il y a en fait, je pense qu'il y a cette perception de voir l'héritage comme quelque chose de passif aussi. Exactement. Tu sais, donc c'est passif et il a plus rien à faire dans sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Alors que, ben, derrière, je pense, derrière chaque famille, il y a toujours des valeurs. Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au monde, en fait, tout simplement? Regardez ce qui s'est passé avec L'Oréal. Vous avez la famille Bettencourt. Oui. Liliane Bettencourt a été pendant des années une héritière passive, comme tu Mmh. dis, passive, c'est-à-dire que elle était là, elle siégeait au conseil d'administration, elle choisissait quand même le PDG, hein, Mmh. elle a eu beaucoup d'influence là-dessus, mais d'un point de vue stratégique, elle n'a pas contribué au déploiement du groupe L'Oréal. Et puis, tout a été transmis à sa fille. Mmh. Et sa fille a eu un rôle beaucoup plus actif dans la Mmh. gestion du groupe L'Oréal, et surtout de tous ces dividendes que sa mère avait encaissés puis distribués plus ou moins bien aux uns et aux autres. Elle a réorienté ces dividendes pour faire quelque chose qui lui tenait à cœur. Donc Mmh. de la philanthropie, du caritatif, de l'aide à la médecine, de l'aide à ce qu'on gère mieux la planète. Et donc cet argent a été redéployé pour servir à des causes qui étaient des causes justes. Donc tout dépend de ce qu'on en fait, effectivement. On peut être un héritier passif, mais il y a l'héritier passif qui dort sur son tas d'or et l'héritier passif qui peut aussi servir la société en rendant à la société ce qu'elle lui a envoyé à travers ses dividendes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que tu as dû t'auto-censurer, parfois quand tu devais, faire ce classement? Est-ce qu'il y a des fois tu t'es dit: «Bon, ben, peut-être que ces fortunés peuvent, enfin, symboliquement, politiquement, ça peut, être un peu touchy de mettre tel ou tel fortuné dans le classement»? Je pense, par exemple, je viens de la Guadeloupe, comme tu le sais, je pense, à certains héritiers, enfin, pas héritiers, fortunés, avec le groupe GBH. C'est vrai que, est-ce que des fois, tu te dis: «Mais est-ce que ça vaut le coup de quand même les nommer en sachant toutes les tensions qui peuvent y découler derrière?» Oui. Moi, je me suis jamais censuré là-dessus, et OK. ça m'a valu quelques appels Mmh. de Monsieur Ayot, de proches de Monsieur Ayot,
puisqu'on parle de GBH, hein, de son groupe, hein, qui se sont rapprochés de moi pour savoir pourquoi, comment est-ce qu'on pouvait faire pour éviter de paraître, hein. Mmh. Et je leur ai expliqué que bah, c'était pas évident parce que c'était pas possible, quoi. À partir du moment où on avait repéré une fortune et que on avait constaté qu'elle leur appartenait bien, on ne pouvait pas la faire disparaître, c'est sûr, quelles que soient les conséquences, parce qu'on Oui, n'est pas responsable des conséquences. OK. La contestation de la place de certaines grandes fortunes, notamment en Guadeloupe et en Martinique, hein, à la Réunion, c'est pas de notre fait. C'est pas nous qui les avons installés, c'est pas nous qui leur avons donné Mmh. une position stratégique importante et qui avons fait que leurs marges sont un tel Mmh mh. tel ou Mmh. tel. Donc, du coup, on n'est pas responsable de ça. Par contre, ce qu'on peut faire avec eux, et on l'a fait, c'est faire attention aux mots. Mmh. Chaque fortune est accompagnée d'une petite, ce Oui, qu'on appelle une d'accord. notule, une petite phrase, et chaque mot, j'ai longtemps considéré que c'était comme les poètes japonais quand ils faisaient des haïkus, les petits poèmes très courts en quelques Oui. mots. Mmh. Donc je fabriquais ça comme un haïku, c'est-à-dire chacun des éléments devait avoir son importance et le mot même était parfois choisi au bout de 5 ou 10 minutes de réflexion, parce Réflexion. un verbe peut changer la perception qu'on a des choses. Mmh. Donc, je faisais très attention à ne pas justement pousser les lecteurs à avoir des Mmh. réactions excessives, mais en même temps, je ne laissais pas la place à la moindre compromission. Je suis allé petite anecdote, je faisais partie d'un journal qui s'appelait donc Challenge à l'époque et dont le propriétaire, à l'époque était, Claude Perdriel et Mmh. les premières années, il voulait pas être dans le classement. Or, monsieur Perdriel, à l'époque, était aussi un industriel qui, avait une société qui s'appelait SFA, une Mmh. société d'assainissement, qui fabriquait, des ustensiles de salle de bain, mais aussi des ustensiles de plomberie et d'évacuation, et elle était extrêmement rentable. Et donc, sa fortune, c'était pas seulement ses journaux, c'était son groupe industriel. C'était essentiellement son groupe industriel. Mmh. Et Mmh. j'ai dû le convaincre. Je suis allé le voir plusieurs fois. Donc les 2 premières années, il m'a dit non, 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 non. Et puis à la fin, je lui ai dit, mais il y va de la crédibilité même de ce classement. Si le propriétaire du journal qui fait paraître ce classement arrive à faire en sorte de ne pas y apparaître, c'est que ce classement ne vaut rien. Et à la fin, Mmh. il a accepté et on l'a fait rentrer à d'abord 140 millions, 160, et là il est à plus de 600 millions. Mmh. Donc c'est un beau parcours, c'est une reconnaissance et c'est aussi une marque d'indépendance de pouvoir Ouais. montrer qu'on n'accepte pas les compromis. Oui. OK, OK. Non, mais c'est quand même une posture à avoir et en tant que journaliste, je pense que tu as dû bien t'ancrer pour pouvoir faire, tout ce travail sur 30 ans et pour ne pas aussi peut-être céder, tu vois? Parce que tu fréquentes, on va dire la crème de la crème en termes de richesse française et on peut vite, tu sais, il y a l'effet de ruissellement et on peut vite Oui. se dire: «Bah, je me sens un peu pousser des ailes aussi, je peux en faire des amis», et comment tu as fait pour rester toi-même, pour rester ancré et objectif dans tout ce Alors, travail? il y en a certains d'entre eux que je connais depuis Mmh. des années, et ma première règle, ça a toujours été d'éviter le tutoiement. Même quand OK. on avait le même âge, même quand on avait le même parcours, même quand, la personne, me tutoyait, la première, je répondais par un «vous» poli Mmh. pour garder la distance. Donc, pour moi, ça a toujours été important de garder la distance et de montrer une certaine réserve par rapport à des gens qui rapidement peuvent vous entraîner dans leur cercle et puis, par amitié, plus ou moins feinte, hein, plus ou moins vraie, vous pousser à
à accepter un certain nombre de choses, des petits aménagements que j'avais pas du tout envie d'accepter. Donc ça, c'est la première attitude, ne pas rentrer dans le jeu, ne pas rentrer dans le jeu, continuer à être ce qu'on est, Mhm. c'est-à-dire à continuer à faire son métier avec le plus de droiture possible, quelles que soient les circonstances. Ça, c'est effectivement très difficile parce que, bon, ben, rapidement, vous êtes invité à tel ou tel événement sportif, vous êtes dans la loge, on vous tape sur le dos, vous avez un verre à la main. C'est difficile de résister à ce genre de pression qui est très amicale, hein, Mhm. mais, mais je pense que sur le long terme, ça peut être un petit peu. On finit toujours par payer. Oui. Mhm. Voilà, ça c'est le secret numéro un. Ouais. Ouais, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Et du coup, je voulais revenir sur un sujet. On en avait parlé quand je t'avais contacté. Je t'avais demandé, mais pourquoi on continue quand même à autant fantasmer sur ces grandes fortunes alors que on vit dans une époque qui critique de plus en plus la richesse. Je veux dire, quand j'allume, alors j'ai plus de télé, mais quand je regarde YouTube pour regarder les informations, je constate qu'on critique toujours les mêmes. Quand j'ai acheté le journal pour justement m'informer, j'ai vu les crispations sur les yeux des autres, donc je me dis, qu'est-ce qui fait que ça soit toujours présent, au-delà que oui, on soit en France, que l'argent est tabou. Il y a quelque chose quand même d'autre, je pense. Mm. Je pense que il y a peut-être quelque chose qui nous ramène à la devise de la France, enfin en tout cas de la République française, liberté, égalité, fraternité, et que on est volontiers braqué sur cette égalité. On a une sorte d'obsession égalitaire qu'on remarque pas de manière aussi forte dans d'autres pays. En Mhm. même temps, quand on regarde, cette obsession égalitaire, elle n'est pas du tout fondée puisque notre pays est parmi les pays d'Europe et ceux de l'OCDE notamment, un des plus égalitaires. Mhm. C'est mesuré par un indice qui est un indice qui a été créé par un chercheur italien qui s'appelle Gini. Ça s'appelle l'indice de Gini et ça mesure en fait les écarts moyens de revenus par rapport à une médiane. Donc Mhm. c'est-à-dire le revenu médian. Ça a l'air un petit peu technique comme ça, mais grosso modo, quand un pays est à 1, c'est un pays totalement inégalitaire. Quand un pays est à 0, c'est un pays totalement égalitaire. La France aujourd'hui est à 0,32, Mhm. ce qui la place plutôt bien dans les pays européens. Et quand on prend par exemple les États-Unis, on doit être entre 43 et 45, donc 0,43, 0,45. On est à 0,47 au Brésil. Et les pays qui sont en dessous de 0,32, hein, donc du score de la France, sont assez peu nombreux. Donc Mhm. la réalité, c'est qu'on est un pays plutôt égalitaire une fois que ce qu'on appelle les amortisseurs sociaux ont Mhm. été activés. On a un pays qui Mhm. redistribue une partie de la richesse, Oui. qui avant redistribution est inégalitaire et qui après redistribution fait partie des plus égalitaires de la planète aujourd'hui. Voilà. Et donc, à côté de ça, on a cette espèce d'esprit où on veut mettre tout le monde à plat et surtout s'en prendre à ce qui est un peu un symbole de l'ancien régime. C'est en fait Mhm. les nouveaux nobles sont les riches, hein, et on veut leur couper Mhm. la tête. On Oui, veut. mais c'est pas les mêmes. Et, Ouais. et donc, et donc, c'est quelque chose qu'on constate depuis des années et qui ne change pas, quoi. Et quand on va à l'étranger, quand on parle de tout ça, les gens vous regardent avec des yeux ronds en disant mais pourquoi vous faites ça, quoi.
Parce qu'ils savent très bien que ça fait partie aussi de la richesse du pays, d'avoir Mhm. des gens riches qui créent de la richesse. Mhm. C'est pas d'avoir des gens riches qui est important, c'est d'avoir des gens Mhm. riches capables de créer de la richesse. Mhm. Mhm. Et si on se met à taxer tous ces gens-là de manière massive, comme l'argent est assez facilement transportable d'un endroit à un autre, vous pouvez Mhm. très bien transmettre des parts de votre entreprise à un fonds qui se trouvera à Bruxelles, à Mhm. Londres ou à Turin, puisqu'il y a beaucoup de Français actuellement qui partent en Italie, parce que Mhm. l'Italie est très accueillante pour les chefs d'entreprise français. Eh bien, Mhm. vous pouvez faire ça en quelques heures, en quelques jours. Donc, vous pouvez disparaître de la France et donc retirer à la fois la création de richesse et votre richesse, qui est taxable en Mhm. partie, euh, assez rapidement. Ok, Donc, il faut se donc méfier. ouais, il faut se méfier. C'est pas forcément lutter contre la richesse, mais c'est peut-être lutter contre les injustices, comme comment il s'appelle l'essayiste Erwan Le Noah. Ah oui, C'est que dire, oui. Ok, exactement. Faut lutter contre les injustices, mais ça ne veut pas dire qu'il faut couper toutes les têtes qui dépassent. voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ok, ok, ok. Intéressant tout ça. J'ai envie qu'on parle de toi un peu, parce qu'on a un peu parlé des richesses, du classement. Ah, on n'a pas parlé quand même du média. On va parler quand même du média avant de venir à toi. Moi, je t'ai découvert via les réseaux sociaux avec la Minute Riche. Et j'ai trouvé ce format hyper intéressant, parce que c'est un format court, et ça vraiment vulgarise en fait tout ce qu'on peut entendre sur les médias. Pourquoi avoir voulu lancer un nouveau média justement? Est-ce que tu voulais t'adresser à une autre population? Qu'est-ce qui était derrière ce projet? Mm. Il y a cette volonté de m'adresser à une autre population, effectivement, mais il y a Mhm. aussi une volonté de prendre les sujets autrement. Parce que Mhm. sur les réseaux sociaux, il y a cet esprit qui fait que on s'embarrasse pas de chichi, on va directement au Mhm. but. Et on pose des questions que très souvent, nous, dans le monde un petit peu plus feutré du Mhm. journalisme économique, on ne se pose pas, on n'ose pas se poser, on ne se pose pas directement, on prend des formes, on tourne autour du pot. Là, je me dis, non, c'est bien, ça permet d'aller directement au cœur des choses, de se poser la question que se pose tout le monde d'aborder aussi même des sujets qu'on ne pourrait même pas aborder dans un magazine économique. Par exemple, j'ai répondu à la question de quelqu'un qui était un abonné de, 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 de mon média et qui me disait mais comment est-ce qu'on peut se faire 14 milliards d'euros de fortune en vendant de la bière Mhm. et, et c'est vrai que ça paraît le prix d'un demi justifie Mhm. pas tout ça, mais c'est une question généralement les journalistes économiques, un petit peu, voilà, on est un petit peu Mhm. dans les hautes sphères, on se pose jamais. Et là la question m'est arrivée et se dit bah oui, c'est vrai. Il faut y répondre et on a commencé à creuser et il s'agissait de la fortune de la famille Castel, Mhm. qui est une des grandes familles très présentes en Afrique à Mhm. travers la bière. Et ils sont numéro un dans une dizaine de pays, ils sont numéro deux dans une dizaine de pays. Et, et en fait, en France, nous on les voit parce que Pierre Le vin. Castel est très vu à travers le vin, oui, Castelvin, etc. Et, alors qu'en fait, l'essentiel de sa fortune est réalisé grâce à la bière et en Afrique. Voilà. Mhm. Mhm. Ça a commencé en 1953, Mhm. quand il débarque à Libreville, je crois, ou à Abidjan, je ne me rappelle plus, et qu'il essaie de vendre le vin qui est produit par sa famille. Et il Ok. arrive il va voir les Africains et il leur dit j'ai du vin, c'est super. Et les Africains le regardent en disant mais tu te rends compte de ce que tu nous dis là? Tu nous dis du vin, tu vois la température qu'il fait, tu crois qu'on va boire du vin Mhm. alors qu'il fait 35 degrés? Non, ce qu'on veut, Ouais. nous, c'est de la bière. La bière, c'est bien. Et il n'avait pas de Mhm. bière à vendre. Mais du coup,
il a réfléchi, il a dit: Pas mal, je reviens, je reviens». Il a fait un deuxième voyage, il a acheté Mmh. une ou 2 brasseries, il a installé des choses et puis il a couvert, toute l'Afrique, de Mmh. l'Ouest et une partie de l'Afrique du Nord avec ses brasseries. Bien joué. OK. Non, non, bien joué, il fallait y penser. Justement, dans la minuterie, ce que j'aime bien, c'est essayer de voir aussi comment les gens arrivent à avoir ces idées, comment les gens arrivent à faire le déclic. Parce qu'on n'est pas Mmh. là pour faire une photo, d'une situation. On est là aussi pour raconter une histoire, raconter un Oui. parcours et raconter un raisonnement. Comment les Mmh. gens moi je suis quand même, baba à chaque fois quand je vois, comment les gens sont arrivés à développer une idée, je prends un exemple de quelqu'un qui vient de vendre son entreprise. Il a vendu son entreprise qui fait des t-shirts et des t-shirts floqués. Tu vois là, et dit: «Mais, c'est n'importe qui peut faire ça». Sauf que lui, il a eu une idée super intelligente. Il a dit: «Je vais faire ça pour le compte des entreprises et pour Mmh. tous les rassemblements qu'il y a, dans les entreprises de motivation». Le séminaire d'été, on est en plein été là, le séminaire d'été de la boîte où les 200 cadres se retrouvent et reçoivent, en bundle ou en goodies, le la coupe pour boire du Mmh. thé et puis le t-shirt logoté de l'entreprise avec marqué en dessous séminaire 2025. Oui. Voilà. Et ben lui il a fait ça, il a développé un groupe qui vend plus de 3000 objets en catalogue pour les Mmh. entreprises, pour faire des incentives, etc. Et il a tout récemment vendu ce groupe, hein, quasiment 900 millions d'euros. Mmh. Voilà. Et ça, Voilà. c'est à partir d'une idée banale, floquer un t-shirt, hein, toi et moi, on est capable de le faire, mais Oui. on fera jamais aussi bien que ce qu'il a fait, lui et ça, moi, je trouve que ça mérite, peut-être que ça inspirera, des gens. Je me Oui. dis, voilà, peut-être qu'en voyant, ces exemples-là, des gens auront envie de faire quelque chose et diront: «Faut aller au bout de nos rêves». Moi, j'ai des amis, par exemple, qui travaillaient, dans un grand groupe de luxe, qui étaient considérés comme des espoirs de ce groupe de luxe, qui voulaient créer leur boîte. Et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une marque, un concept de boulangerie sans gluten qui s'appelle Copain. Ça a Mmh. émigré partout aujourd'hui en France, dans les grandes villes, mais aussi à Londres, à Bruxelles et dans d'autres villes. Et donc, ces petits jeunes qui sont là, qui étaient des espoirs de LVMH ou d'autres grands groupes, sont devenus des entrepreneurs à part entière, qui sont en train de construire un véritable groupe. Et ça, moi, je trouve qu'il faut les encourager et leur dire bravo. Oui, et ça désacralise aussi, la fameuse idée à avoir qui doit être hyper innovante. En fait, Oui. une idée, on n'a pas besoin qu'elle soit sexy pour, pouvoir, l'appliquer, en fait, tout simplement. Ah, on Donc n'a pas besoin qu'elle soit véritablement nouvelle, mais il faut qu'elle soit ouais. sexy. Il faut qu'elle soit sexy quand même. Ah, Ah c'est-à-dire? oui. Parce que OK, Eh c'est ben, il pas faut, sexy pour toi. i bah, non, non, mais il faut que le marketing soit là. Il faut que le Oui, marketing soit vraiment important et oui, c'est ce que ce fabricant de t-shirts a réussi à faire en oui. quelques années. Oui, 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 je comprends, je comprends. Et du coup, le fait de raconter comme ça des histoires sur les riches, est-ce que ça les rend plus humains ou ça met encore plus de distance? Est-ce que tu as observé des réactions, de la part de ton audience? Mmh. Hem, Quand on arrive à les rendre humains, par l'exemple, les gens sont assez séduits. Mmh. Quand on travaille juste des quantités, voilà, ils valent 300 millions, etc. C'est juste de l'argent et donc et ils sont vus de manière un petit peu critique. Mais Mmh. quand on arrive à expliquer ce qu'ils ont fait, à montrer que derrière il y a des hésitations, il y a une progression, il y a tout un travail, ça les rend beaucoup plus humains. OK, OK, OK. Bon, maintenant on va parler de toi. Allons-y.
Oui, on va parler de toi. En fait, par rapport à cette expérience qui est riche, 30 ans à étudier les plus fortunés, je pense, je suppute que ça a eu un impact aussi sur toi, sur ta manière de fonctionner. Déjà, je vais revenir au début, à Eric qui était enfant. Est-ce que, justement, quand tu étais enfant, dans ta famille, on parlait d'argent ou est-ce que c'était tabou? Jamais on en parlait, non. Je pense pas. J'ai pas de souvenir en tout cas. Hein. Et est-ce que tu as eu des croyances qui t'ont accompagné, des croyances vis-à-vis de la manière de penser la richesse? Mmh. Je pense que oui, parce que si je suis aussi fasciné par des gens qui font de l'argent, qui construisent des richesses et construisent de la valeur, c'est peut-être aussi parce que mes parents étaient deux fonctionnaires Mmh. et que il y a rien de plus éloigné de mon enfance, de mes références, que Mmh. des gens qui se lancent tout seuls, qui sont prêts à tout sacrifier pour une idée ou pour la création de richesses. Moi, ça me fascine complètement. Ça continue de me fasciner 30 ans après. Je suis incapable d'être un créateur. J'ai toujours été un salarié et je pense que je le serai toujours. Il y a des gens Mmh. qui sont nés pour ça. J'ai pas la fibre entrepreneuriale, mais j'ai une grande admiration pour ceux qui l'ont parce que je sais que je ne Mmh. l'aurai jamais. Mmh. OK. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller t'attaquer à ces sujets-là, en fait? Tu t'es dit: «Beh, comment ça se fait que tu sois devenu journaliste économique? Pourquoi tu n'as pas fait, je sais pas, journaliste dans un autre domaine, dans, je sais pas, dans la science ou autre?» Pourquoi ce sujet particulièrement? En tout cas, si tu repenses à toi il y a 30 ans. Mmh. Si je Mmh. repense à moi, même il y a 40 ans, en me disant qu'est-ce qui m'a fait choisir ce genre de choses, c'est l'attrait pour le fonctionnement du monde et sa complexité au départ. C'est ce qui m'a fasciné. Si on veut comprendre le monde, il faut qu'on en comprenne les rouages et Mmh. une grosse partie du fonctionnement du monde passe par les échanges marchands et c'est pour ça qu'il faut les comprendre pour appréhender le monde comme il faut. Et j'ai vraiment l'impression, je vois les nouvelles générations qui arrivent de journalistes que c'est pas du tout leur sujet de préoccupation. Ils sont assez peu. Et ça demande du travail aussi. Ça demande beaucoup plus de travail que de devenir journaliste spécialisé en mode ou en sport ou en variété. Enfin, il y a plein de formes de journalisme, mais le journaliste économique est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avant et qui Oui. continue à travailler beaucoup pour essayer de comprendre des choses qui sont des concepts qui sont vraiment pas faciles à appréhender. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Dès que c'est complexe, j'adore. Mmh. OK, OK, OK. Et est-ce que ça a joué sur toi, sur ton propre rapport à l'argent, de voir toutes ces coulisses? Je vois ta prochaine question. Non, je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche du tout. Je me suis pas du tout enrichi le ruissellement d'abord, ça ne marche pas. Et ensuite, Mmh. même l'inspiration, j'ai pas réussi à partir de ce qu'ils ont fait à trouver des Mmh. ressorts en moi pour tout d'un coup me dire ah, je vais faire comme eux, je vais devenir un entrepreneur et puis je vais créer ma Mmh. propre Mmh. boîte et tout ça. Ça, j'ai jamais réussi à faire parce que je crois que Mmh. dans, dans ma tête, je ne suis pas quelqu'un de prêt à me lancer Mmh. dans ce genre de choses. Mmh. Encore une fois, je continue d'admirer ça, mais vraiment fortement parce que euh, je sens à chaque fois que je vois ces gens-là, je vois le petit gamin que j'étais et qui était entre papa fonctionnaire et maman fonctionnaire, qui n'avait pas de problème d'argent, parce que l'argent Mmh. n'était pas un problème. Il n'y en avait pas Mmh. beaucoup, mais ça suffisait pour vivre. Et Mmh. le niveau de vie qu'on avait suffisait largement à nos besoins. On n'avait pas d'ambition de ce côté-là. Et donc, je pense que c'est un petit peu quelque chose d'intrinsèque. Je, je, j'ai- je
pourrais jamais être un entrepreneur, et c'est peut-être ça qui fait ma fascination pour eux. Mhm. Ok, ok, ok. Mais je vais reformuler. Et toi, te sens-tu entrepreneuse? Oui, je le suis. J'ai été salariée pendant plus de 10 ans. Ouais. Et là, je découvre l'entrepreneuriat. Donc, Ah bah oui, c'est les montagnes russes émotionnelles en ce moment. Mais en parlant à d'autres personnes qui me connaissent, ils m'ont dit, ben, en fait, toi, c'était logique que tu ailles dedans. ah, Parce que c'est ma manière de fonctionner. Ça ne veut pas dire que je rejette le salariat. Il y a des avantages extraordinaires. Et je pense que je pourrais même faire une autre passe dans une autre phase de ma vie. oui, Mais je trouve que c'est important d'avoir ses propres projets, de les construire, en fait. C'est ça. C'est surtout ça, en fait. C'est d'avoir le choix. C'est ça, en fait, qui m'intéresse, d'avoir ce choix et cette liberté. Donc, voilà. C'est ce ah que je bah, travaille. moi j'admire beaucoup, en tout cas, voilà. Ouais, voilà, c'est Mais, ça. Mais du coup, je reviens à ma question, parce que ma question, c'est sur le rapport à l'argent. C'était pas tant sur est-ce que ça t'a permis d'être riche, mais c'est, je pense que tu as dû voir des choses, enfin, tu connais la cigale et la fourmi, par exemple. oui, Donc, des gens qui sont plus flambeurs, des gens qui sont plus dans la sécurité, puisqu'il y a la peur du manque qui est la peur numéro une quand on parle de relation à l'argent, il faut le savoir. Et que tu sois à 0 € sur ton compte ou que tu aies des millions d'euros, ça peut te toucher. C'est pas une histoire de montant sur ton compte en banque. Et est-ce que côtoyer, même professionnellement, tous ces fortunés t'a permis de transformer ton propre rapport à l'argent, en fait, de démystifier certaines choses vis-à-vis de l'argent. Mm. je ne sais pas si ça vient de là, mais ma formation fait que l'argent est un moyen. Ok. Donc, j'ai jamais eu de tabou par rapport à l'argent. J'en ai beaucoup plus facilement parlé que mes parents. Mhm. Euh, et j'ai pas eu de tabou là-dessus. Donc, ça n'a pas transformé mon rapport. Par contre, je vois très bien qu'il y a différents types de riches avec qui j'ai pu avoir des contacts. Il y a des gens qui sont des vieilles familles où on parle jamais d'argent, où l'argent est facile, mais ne se voit jamais. Tout, Ok. tout se fait hyper facilement, sans aucun frottement, sans qu'on en entende parler, mais il a fallu bien à un moment mettre de l'argent. Et puis il y en a d'autres qui vous expliquent par le menu comment ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils vont faire, combien ça leur coûte, hein, et qui ont une sorte de jouissance à raconter ces Mhm. histoires d'argent. Il y en a d'autres qui vous parlent jamais de leurs investissements, mais qui vous Mhm. parlent de comment est-ce que ils gagnent de l'argent au jour le jour. Mhm. Donc je connais quelqu'un qui me raconte qui vend des croissants et des petits pains au chocolat ou des chocolatines, ça dépend où sont De situés la région. de la région. Voilà, et qui m'explique en prenant un, voilà, dedans il y a ça de beurre et ce beurre voilà, ça me coûte ça, il vous décortique en quelque sorte une pâtisserie en moins de deux, et il vous explique que bah, sa marge c'est juste le petit coin là, du croissant, mais que comme il y en a des milliers, peut-être des millions, ça finit par faire pas mal d'argent, quoi. Et donc on a tous les types d'approches, Tous les profils tous les psychologiques. types de profils, mais ça n'a pas changé mon rapport à l'argent. Ok, ok, ok. Intéressant, intéressant. Et est-ce que tu fais une différence, parce que je me posais la question, entre fortune et richesse? Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre ces deux termes? Non, si elle existe, elle doit être subtile, fortune et richesse. Toi, tu fais une différence? Je, Bon, j'associerais la richesse plus au fait de gagner de l'argent et la fortune plus au patrimoine. Enfin, après, je ne sais pas si c'est vrai, mais tu vois, ouais, ce sera un step au-dessus. Tu vois, c'est. Mm. ouais, je sais pas. Richesse, pour moi, c'est aussi statique que fortune, hein. Ok. Euh, donc, non, je sais pas. Pour moi, je ne fais pas de différence. Et d'ailleurs, les interlocuteurs que j'ai n'en font pas non plus. D'accord. Quand on leur parle de leur richesse ou de leur fortune, ils considèrent que c'est la même chose. D'accord. Et,
Mais très souvent, alors, leur truc qu'ils adorent, c'est me rappeler, comme si je ne le savais pas, que leur richesse est virtuelle. Parce que tu sais que c'est virtuel. Je vous arrête tout de Oui, suite, c'est virtuel. J'ai pas ça sur mon compte en banque. Mais bien sûr, oui, je sais que t'as pas ça sur ton compte en banque. Tu as 40% de cette boîte qui vaut 1 milliard. Je sais bien mhm, que ça veut pas dire que tu as 400 millions en mhm, compte. Mais je sais que le jour où tu vendras cette boîte, là, tu auras 400 millions en compte. Et ça ira mieux pour toi, effectivement. Mais, mhm. euh, mais très souvent, alors là, ils me répètent que cette richesse est virtuelle. Oui. Et je leur dis, ben, elle est virtuelle jusqu'à ce que vous vendiez. Et Mhm, là, ils sont obligés de reconnaître que, bah oui, le jour où ils vendront, elle sera plus virtuelle. Mais là, il se mhm, passe un phénomène qui est assez intéressant dans ce classement que je fais depuis 30 ans, c'est que quand tu vends ta boîte, mhm. tu reçois de l'argent. Oui. Voilà, tu as deux solutions. Soit tu la reçois dans une entreprise qui Mhm, sert de réceptacle parce elle possédait les actions de ce que tu as vendu, et puis tu réinvestis dans quelque chose. mhm. Soit autrement, tu décides de recevoir l'argent directement sur ton compte en banque. Ça Et devait être à la part- fortune privée. Exactement. Mhm, Et à partir de ce moment-là, donc l'année où tu as vendu, bah, c'est de notoriété publique, donc c'est public, mhm, mais l'année d'après, tu n'en parles plus. mhm, Et mhm, moi, je n'en parle plus. Et mhm. donc, OK. il y a des centaines de gens qui ont fait d'énormes fortunes, qui sont devenus privés, et je Mhm, ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Alors souvent, je continue à les regarder parce que très mhm, souvent, ces gens, ils ont la fibre mhm, entrepreneuriale, quelque chose que je mhm, n'ai pas, donc, mhm, mais qu'eux, ils ont cette fibre qui fait que ils vont faire un tour du monde, mhm, ils vont passer 3 semaines à Ibiza, et puis après, ils s'emmerdent. Ces mhm, gens s'emmerdent. mhm, Et très souvent, vous apprenez, on apprend, tu apprends, voilà, on entend parler de nouveaux projets de ces gens-là qui ont racheté un truc, qui ont créé un fonds et l'ont doté pour investir dans des startups, des choses comme ça. Euh, euh, y a beaucoup des gens qui ont fait de l'argent dans les dernières technologies, qui ont créé eux-mêmes des fonds et qui font partie des business angels les plus actifs. Les créateurs de VP, mhm, l'ex-venteprivée.com, ont tous des holdings qui investissent dans les startups. Et quand on fait les trois fondateurs, quand on fait la pile dans quoi ils ont investi. Ils ont investi dans 150 boîtes. Parce que, mhm. parce que, parce que ça les excite, parce qu'ils se disent, bah, j'ai de l'argent, mais je ne vais pas le laisser à la banque. Donc, Vraiment. et, ils reviennent dans le circuit d'une manière ou d'une autre. OK. Euh, y a quelqu'un qui s'appelle Michel Rébier, Mhm, qui était un gars qui travaillait dans tout ce qui était l'agroalimentaire et qui a inventé le jambon d'Aoste. Il n'y a mhm, jamais eu de jambon à Aoste, mais il a inventé la marque Jambon d'Aoste, mhm, et ça a été vendu à des Américains il y a quelques années. Je parle de plus de 25 ans, et il a vendu sa boîte. Donc très bien. Il fabriquait mhm, donc du saucisson et du jambon. Et ben il a tenu 3-4 ans, et puis il a basculé, et il s'est mis à créer des hôtels. Et aujourd'hui, il est à la tête d'un groupe d'hôtels qui est vraiment très célèbre, qui s'appelle La Réserve. mhm, On en trouve à Saint-Tropez, on en trouve, enfin, dans tous les hotspots de la planète. Il y a à La Réserve qui est 4 ou 5 étoiles et qui est vraiment un hôtel de très très haute qualité. Mais donc ce type-là, qui était assis sur son milliard, il aurait pu s'arrêter. Non, il n'a pas pu. Il a fallu qu'il mhm, reprenne une activité et qu'il le mhm. redéploie. Et maintenant, il a 80 ans et, et il n'a pas du tout l'intention de s'arrêter. Oui. OK. OK. Ah, c'est intéressant. C'est vraiment une histoire de profil.
plus que de profit ou d'argent, en fait, tout simplement. Et puis finalement, il n'y a pas de différence. Enfin, si toi, tu dois en faire une sur un classement, mais il n'y a pas tant de différence entre la richesse, la fortune privée et la fortune professionnelle, puisque c'est des vases communicantes. Alors juridiquement, si, c'est énorme pour nous, parce que soit c'est la Oui, fortune privée, soit c'est la fortune professionnelle, mais oui, autrement, oui, ils font la distinction qu'il faut, c'est-à-dire que quand on est un chef d'entreprise, on ne va pas puiser dans la caisse de sa ah boîte non. pour ses dépenses personnelles, tu le sais. Mhm. Ça, ils savent faire. Mais autrement, effectivement, euh, quand on est propriétaire à 100% de sa boîte, ben, on se pose pas trop de questions, hein. Toutes les décisions qu'on prend pour sa boîte, elles auront un impact sur sa propre fortune et sa propre Ouais. richesse. Et donc, Mhm. quand il y a une claque, elle arrive direct. Oui. Et on est sûr que c'est soi-même, enfin c'est nous-mêmes qui ouvrons la boîte à baffes en fonction des décisions qu'on a prises. Et ça, c'est un petit peu ce que tu vas découvrir en tant qu'entrepreneuse avec ton podcast, c'est que tout ce que tu fais à chaque instant a une implication plus tard sur le devenir de ta boîte. Et ça te donne un pouvoir immense, mais ça te donne aussi des responsabilités énormes. Oui, Oui. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui. Ok, ok. Voilà, bah, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Oui, on arrive sur la fin là et on a répondu à beaucoup de questions et bon, on pourra avoir d'autres discussions, ultérieurement. J'ai une question que j'aime bien poser à la fin, juste, c'est: est-ce que pour toi un monde sans argent, ce serait possible? En tant que journaliste économique, je suis obligé de dire non. On n'a pas trouvé mieux. On n'a pas trouvé mieux pour régler les rapports humains. Ah! Et ça reste à inventer, hein. Si on Oui. peut trouver quelque chose de mieux, c'est impeccable. Mais Mmh. euh, je vais te raconter comment ça se passait en 600 avant Jésus-Christ. Tu Mmh étais mh. un marchand phénicien. Tu Mmh. arrivais sur les côtes de la Cyrénaïque ou du côté de Tunis. Mmh. Tu arrivais, les gens qui étaient sur la côte venaient, regardaient ton bateau, euh, ils se retiraient ensuite. Toi, tu Mmh. arrivais, tu mettais sur la plage ce que tu voulais vendre. Après, tu rembarquais. Les Mmh. gens approchaient, regardaient ce que tu exposais, Mmh. repartaient, revenaient avec d'autres biens, les posaient sur la plage à côté, et toi tu revenais et tu décidais si le tas qu'ils avaient apporté de choses qu'ils voulaient échanger était équivalent à celui que tu avais apporté. Mmh. Et, et, et ça, l'argent permet de résoudre tout ça beaucoup plus rapidement. Mmh. Tu apportes ton argent, les gens le payent donc ça fluidifie nos rapports, Oui. ça évite en grande partie beaucoup de négociations. Mmh. On s'en rend pas compte parce que on n'a plus à utiliser le troc, mais le troc est une catastrophe en termes humains. On finit toujours par se taper dessus parce OK. qu'on n'est pas d'accord. Donc l'argent apporte la paix là-dessus Mmh. dans 99% des cas. Et puis dans Mmh. 1% des cas, il apporte l'envie, il apporte Mmh. la guerre. Mmh. Voilà. Mais il faut pas regarder que le 1%, il faut regarder aussi tous les biens que ça apporte à la société. Mais encore une fois, si on trouve mieux, mais prenons-le de toute façon. OK. OK. Voilà. C'était, OK. c'était la petite minute un peu historique, mais, Oui, mais beh, c'est bien, c'est bien. Moi, j'aime bien. Je veux dire, c'est pas pour rien que c'est coquillage, or et argent, c'est parce que j'ai aimé. exactement. Bah là, il y avait pas mal de coquillages, il y avait Oui. peut-être de l'or et de l'argent, effectivement. Voilà, voilà. Mais du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, Eric, si on veut continuer à suivre ce que tu fais, tes futurs projets?
Ah ben, je vais continuer à faire Mmh. vivre donc la Minute Riche. Elle va être présente, elle est présente sur Instagram, OK. TikTok, Facebook, LinkedIn, etc. Avec plus de vidéos, plus de sujets qui sont à la frontière. Ce que je cherche, c'est des sujets que je n'ai pas vus dans la presse habituelle, ni sur les réseaux sociaux, parce que je m'aperçois que sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup d'argent, mais que le côté fluff un petit peu. Il y a un côté Kardashian, il y a un côté Kardashian Bon. dans l'impression de traiter la richesse qui passe à côté de l'essentiel de la richesse. Parce que Mmh. Kardashian est peut-être importante, elle est peut-être riche et encore, mais elle fait pas partie des plus riches et elle fait pas partie des riches qui ont des choses intéressantes à raconter. Mmh. Donc, moi, je veux m'intéresser à cela et je me suis aperçu que ce qui est fantastique, il n'y avait pas grand monde qui était sur ce créneau. Donc, Mmh. ça me laisse un champ d'activité énorme pour l'avenir et je vais en profiter. Oui, OK, ben, on va continuer à te suivre parce que c'est vraiment bien ce que tu fais. Ouais. Eh bien, merci. Et puis, bah, moi, je vais continuer à écouter, regarder coquillages, or et argent. Et puis, autant pour les coquillages que pour l'or et l'argent. OK, merci beaucoup Eric et puis, beh, je te dis à une prochaine alors. Mmh. Merci, Eleanor. À bientôt. Et voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. J'espère que cet échange a fait écho chez toi et qu'il t'aidera un peu plus chaque jour à mettre de l'or dans ta relation à l'argent. Si cet épisode t'a touché, la plus belle manière de soutenir le podcast est de lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est grâce à ce type de partage que, ensemble, nous briserons les tabous. Et si tu sens qu'il est temps pour toi de transformer ta propre relation à l'argent en profondeur, eh bien je t'attends. Le lien pour un appel est en description. D'ici là, d'ici notre prochain rendez-vous, prends soin de toi, prends soin de tes proches et de ta prospérité.